Salut à toutes, salut à tous, j'irai jouer chez vous. Aujourd'hui on est à Paris et Ludique, ce festival parisien bien connu qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière à cause des Jeux Olympiques. On a fait le déplacement avec Mounir depuis la Belgique. On n'a pas pris de rendez-vous, on est venu chiller, rencontrer les gens. On va faire un meet-up sur le stand Golden Meeple, ma boutique partenaire notamment. Et puis on va vous faire un petit retour sur ce à quoi on a joué. On est là le samedi et le dimanche, on est là 2 jours. On va se balader, essayer des nouveautés et surtout rencontrer des joueurs, des joueuses, des auteurs, des autrices, des personnalités du monde du jeu. Et c'est parti! Regarde ça, hop là. Ah non. Merde alors. Welcome dans Yams, un jeu de Jules Messot illustré par Ben Renan. Donc, c'est un Yams, bête et méchant. Attends, je fais mes coins. On lance des dés. Vous avez sur ces dés 5 faces qui représentent 5 fruits différents et une face avec une croix. Vous avez le droit à une seule relance et vous devez faire une brochette. Vous pouvez faire une paire, un brelan, un full, brelan et paire, un carré, 5 différents ou un yams, 5 fois le même. Ça vous permettra de cocher les différentes cases la plus à gauche de la ligne où vous êtes, ce qui vous permettra de gagner immédiatement des cœurs qui sont en dessous, vous gagnez le nombre de cœurs indiqués. De plus, vous pouvez gagner des étoiles sur des bonus en dessous. Ces étoiles sont des points de victoire, mais elles vont également vous permettre de venir acheter des cartes qui sont le cœur du jeu et qui vont booster votre jeu en permanence. Vu que la première est gratuite, vous achèterez toujours une carte au minimum. Ces cartes ont 3 effets comme d'habitude, effet permanent en vert, effet immédiat en rose, effet fin de partie en jaune. Le but c'est qu'un joueur arrive à 50 points de victoire, ça met fin à la partie, on finit le tour, et après celui qui a le plus de cœurs et d'étoiles gagne la partie. Vous savez jouer à Yams, à bientôt pour une nouvelle vidéo de la rue du jeu. Est-ce que c'est bien? C'est ça que les gens veulent savoir. C'est excellent, moi j'aime beaucoup. En fait, c'est un Yams donc j'ai pas envie, mais le côté survitaminé de ça va très très vite et ça monte en puissance de manière phénoménale fait que oui, on s'éclate en fait. Et après, on va aller chambrer celui qui se loupe et ainsi de suite. Oui, il y a moyen de bien comboter et même à 5 c'est pas trop long, il n'y a pas trop de downtime. Alors évidemment, c'est un jeu à cocher, il n'y a pas d'interaction directe, mais il y a cette interaction sociale de chambrer, comme tu disais, de cette interaction sociale. Vous donner une croix aux autres. Moi je dis trash talker les autres joueurs, mais voilà. Tu peux dire ça aussi. C'est la version sociologique de la formule. Salut! Auteur de plein de jeux, mais notamment là de l'île des Moukis, un petit jeu de collection chez Scorpion Masqué qui est sorti là. Ouais, il est sorti le 9 juin je crois. Que tu disais, tu as fait pour ton enfant à la base qui adore collectionner les Pokémon. On a des cartes qui sont recto verso avec des Mookies et on fait 2 paquets rapidement sans compter, on divise le paquet en 2 et on va jouer chacun notre tour. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs avec de la majorité de la collection et de la mémoire. Quand c'est à toi de jouer, tu prends une carte sur le paquet, tu choisis un des 2 côtés et tu le mets devant toi. Le joueur suivant va faire pareil, il va prendre la carte, il va la mettre devant lui. Et au fur et à mesure, on va prendre, mais on va empiler nos cartes sans avoir le droit de regarder ce qu'il y a dessous. Et en plus de ça, il y a des cartes surprises, il y a des cartes feuilles, comme tu vois ici. Et il y a des araignées. Les araignées, c'est les cartes méchantes. Celles-là, au lieu de les prendre pour toi, en fait, tu vas les donner à ton adversaire. Dès qu'un paquet est vide, la partie s'arrête, on va trier nos Mookies par famille et celui qui a la majorité dans chacune des familles va récupérer le badge qui correspond. Celui qui a la majorité d'araignées par contre, au lieu de gagner un badge, il va perdre un badge. Ouais, ça fonctionne super bien avec les enfants parce qu'il y a ce côté collection, puis créature mignonne. Et c'est marrant, on l'a mis de 4 à 10 ans le jeu sur la boîte parce que c'est vraiment un jeu qui évolue avec les enfants. Au début, tu es plus en mode ah je prends celui-là parce qu'il est trop mignon. C'est ça. Après tu te rends compte qu'il y a des scorings. Après tu te rends compte aussi que ça sert à rien d'avoir tous les soleils, qu'il suffit d'en avoir un de plus que ton adversaire. Et le niveau ultime, il y a des enfants qui font ça, moi j'y arrive pas, c'est de se rappeler que derrière le scorpion, il y a celui-là et que derrière... Si t'as beaucoup joué, tu te rappelles un peu de... Ouais,
du dos des cartes, c'est vraiment cool. Il y a un côté initiation à la majorité, mais en même temps pas trop hardcore, puisque comme il y a de la mémoire qui est impliquée, tu as ce côté estimation en fait. C'est ça. Tu te dis, ah je pense qu'il m'en faut peut-être un peu plus. C'est ça. Ce qui s'est passé là sur notre partie, tu as hésité. Exactement. Et les enfants sont très surprenants parce qu'en mémoire, ils sont bien meilleurs que les adultes d'habitude. Donc en fait, on a vraiment un challenge et tu peux jouer sans laisser gagner ton enfant. Tu peux jouer vraiment contre ton enfant comme il faut et il n'y a pas besoin d'équilibrage puisque les chances se valent. On aurait aimé avoir la licence Pokémon pour ce jeu, mais en même temps les créatures là sont les créatures originales sont très réussies. Moi la licence Pokémon, je me serais fait tellement plaisir à mon fils, mais c'est pas possible. Pokémon en fait ils veulent pas de jeu avec des cartes. Si c'est autre chose, ça passe, mais les cartes, c'est le TCG, donc il n'y a pas de concurrence sur ça. On aurait pu faire des jetons dans des sacs, et là on aurait pu peut-être avoir, mais c'était là c'était tellement direct. Là c'est une petite boîte. C'est ça. Et mon fils est très content. À chaque fois que j'avais des nouvelles illustrations, je le disais, je lui montrais. Je dis ah regarde j'ai reçu celui-là, et lui il me dit ah mais lui on pourrait l'appeler comme ça. Et l'éditeur a pensé à faire un poster. Donc du coup dans la boîte il y a un poster et tu peux nommer toi-même. Ce que faisait mon fils en fait, et donc du coup l'idée est arrivée dans la boîte finale, tu peux nommer les Mookies. Et ça, ça doit cartonner avec et tu personnalises ton jeu comme ça. C'est ça. On est avec Maël, co-auteur d'Ironwood, on vient de le croiser par hasard. Donc Ironwood qui est sorti en VF chez Super Meeple, qui a eu un premier tirage qui a très bien fonctionné et qui est déjà épuisé, donc là vous attendez la réimpression. Ouais, c'est comment. Et tu disais là t'es venu avec des protos dans ton sac et c'est un peu le syndrome du deuxième album quoi. Exactement. Le premier jeu il a bien fonctionné, il a eu des bons retours critiques et maintenant tu diriges vers des trucs un peu plus familiaux. Oui, alors je pense que c'est pas spécifique. Tous les auteurs de jeux sont au même sort. Hein. C'est assez compliqué. Il faut prendre pas mal de rendez-vous, on essaie d'avoir des bonnes idées et puis on voit si ça accroche ou si ça accroche pas. Et effectivement, moi pour l'instant maintenant sur des projets un peu plus familiaux, initiés, des projets comme Ironwood, c'est des projets de longue durée. Oui, que vous avez maturé pendant longtemps, etc. Le truc incroyable avec Ironwood, c'est que vous êtes deux co-auteurs belges qui avaient signé ce Minecraft. On était hongrois, mais d'ampleur internationale. Ils sont plutôt sur le marché anglophone. C'est ça. Et coupé. Oh salut. Tu gâches mon plan. Ça vous a fait quoi quand Minecraft voulait voter? Nous on était super contents. Alors c'est un peu rigolo comme ça parce que nous on n'est pas du tout ni l'un ni l'autre, on n'est pas vraiment des joueurs de Eurogame. Donc on est allé chez Minecraft parce qu'on pensait que ça pouvait coller et parce que eux ils étaient intéressés de développer un peu une nouvelle gamme. Ça veut avoir l'audace quoi. Alors quand t'as bossé quand même presque 12 ans sur un projet comme ça, t'essayes quand même de maximiser tes chances, de contacter aussi beaucoup d'éditeurs. Mais effectivement, c'est plutôt en termes de complexité de catégorie, on s'est dit Minecraft ça pourrait coller. Sans savoir au début, on a ni l'un ni l'autre, on avait joué à aucun jeu de Minecraft à l'époque. Là, t'as vraiment envie de continuer à proposer des jeux, c'est ça le but. On essaye, c'est très amusant en fait. Je me suis pris au jeu de designer Ironwood, alors c'est beaucoup de temps, passe énormément de temps, c'est rigolo, c'est beaucoup de plaisir. Après ça marche, ça marchera. Et avec Julien, ton co-auteur, est-ce que vous continuez à fonctionner en co-autorat? Vous avez chacun vos projets? Pas en co-autorat, là on s'est dit que on a passé beaucoup de temps ensemble, on a travaillé ensemble. Après on se voit encore régulièrement, on fait des soirées jeux ensemble. Et il travaille aussi de son côté sur d'autres jeux et évidemment on les teste, on s'échange des idées. Alors je suis avec Jefferson et Arnaud et on vient de jouer à Metropolis bien sûr, regardez le champ de bataille là. C'est ma deuxième partie d'affilée, là je l'ai fait découvrir à des personnes qui sont venues me voir, qui suivent mon travail. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Moi j'ai trouvé ça très élégant, c'est vraiment les règles s'expliquent en 5 minutes. Ouais. Et on a fait je crois 3/4 d'heure de partie max, c'est même un peu moins. Ouais. Ça s'est enchaîné le premier tour, en fait, le fait d'avoir les deux objectifs ça nous aide à savoir ce qu'on doit faire. C'est ça, les objectifs secrets qui sont
attribués en début de partie et on doit essayer de les faire tout en bluffant un petit peu hein, parce que si on se fait trop griller, ben, les autres vont nous bloquer. Et toi Arnaud, t'as apprécié? C'est dans les vieux plots qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Je trouve le jeu très original, il y a plusieurs angles, il faut être très prudent dans ses choix, hein, pas laisser des cases gratuites à ses adversaires. Hein. Tout à fait. Ce qui m'a... Il y a une vraie tension hein, dès le début de la partie, tu regardes où vont les autres, à quel point ils montent, à quel point ils ont envie de telle ou telle case, et peut-être un petit problème de lisibilité pour toi. Peut-être oui, je trouvais que les... C'est un jeu à l'ancienne. Hein. C'est pas forcément très visible, un petit peu comme le barrage, j'étais un petit peu embêté par les liaisons là. Et surtout, ne pas gaspiller ces gros points dès le départ. Oui, ça c'est très handicapant et ça laisse des ouvertures pas possibles à nos adversaires. C'est très intéressant, moi qui viens de faire 2 parties d'affilée, de voir les styles différents de jeu parce que c'est un jeu où ce sont les joueurs qui font le jeu, qui vont faire l'interaction et qui vont donner un rythme, une physionomie à la partie. Donc tu as des styles plus agressifs, hein, des gens, toi dès le tour 1 tu as failli causer ton 13 et puis certains vont être plus économes et vont revenir après. Franchement, j'ai dépassé les 70 parties de ce jeu et à chaque fois il y a des sensations différentes et je continue à avoir envie d'y jouer. Donc ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir le jeu et puis je suis content que ça vous ait plu. Donc voilà, Metropolis, un jeu de 2008 et qui rivalise avec, tu le disais en tout cas, avec certaines nouveautés que vous avez trouvées sur le salon. C'est complexe et beaucoup plus longue et vraiment on n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas le même... C'est beaucoup plus efficace en fait. Oui, ici il y a une immédiateté qui est assez directement. On apprend dans le jeu directement. Oui, ça c'est cool, en plus le jeu est court, on peut faire plusieurs parties à la suite. On a moins de difficultés. Ok. Bah, merci Boris. Hein. Merci, cool. On est sur le stand de Playpunk avec Thomas Provost que vous connaissez maintenant et vous préparez une extension pour Captain Flip. Alors voilà, c'est la première extension pour Captain Flip. Elle va contenir 2 choses. Première chose, c'est 4 nouveaux plateaux. C'est une aventure complète. Donc le premier plateau, évidemment, c'est encore des crayonnés, vous l'imaginez bien. C'est le bathyscaphe, c'est le sous-marin. Ici, on joue sur les lignes. Donc si le joueur a les 3 mêmes personnages sur les moteurs du bateau, il aura 5 pièces. Le premier joueur qui finit la ligne aura 7 pièces, les autres auront 3 pièces. Et quand vous irez sur le gouvernail, vous aurez une pièce par personnage différent sur les 7 cases à côté du gouvernail. Okay. Tout à fait. Le deuxième plateau, c'est la bibliothèque. Et là, il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un setup, on doit mettre une deuxième carte au trésor. Pourquoi? Parce que dans l'extension, il y a 5 nouvelles cartes au trésor qui vont remplacer celles de votre jeu de base. Et sur ce plateau-là, on va jouer avec 2 nouvelles cartes. En plus de ça, il y a un petit gimmick sur les bibliothèques, sur l'interdiction d'avoir des perroquets dans une bibliothèque parce que les perroquets, ça fait du bruit. Et il y a moyen d'avoir des points sur le nombre de cartes qu'on possède. J'en profite pour vous expliquer quelques cartes. Celle-ci, vous gagnez 2 pièces si vous n'avez pas gagné de pièces durant votre tour. Celle-ci, vous volez une pièce au joueur strictement le plus riche. Ici, vous faites une pièce, vous avez une bombe en plus qui compte dans vos bombes, mais si vous l'avez à la fin de la partie, vous faites 5 pièces. J'aime bien. Et celle-ci, vous ne pouvez plus jamais flipper, mais à chaque tour, vous faites 2 pièces. Dangereuse. Le troisième plateau, évidemment, c'est une bande de bras cassés, hein, les pirates, donc on s'est fait avoir, en tout cas des membres d'équipage ont été mis en prison, et donc on va les exfiltrer. Ce n'est pas un mot de l'époque, mais voilà. Ici, au démarrage de la partie, chaque joueur va mettre 2 personnages en prison. Quand vous terminerez une des colonnes, vous libérez un prisonnier que vous mettrez sur votre plateau. Okay. Vous ne pouvez pas flipper les prisonniers, c'est comme ça, mais si vous allez sur la tour de garde, vous pourrez quand même le flipper avant de les libérer. Et on joue de nouveau sur les lignes ici. Et le dernier plateau, l'île de la mort, ça c'est pour les vrais aventuriers de Captain Flip. Pourquoi? Parce qu'on commence avec une bombe préimprimée sur le plateau. Si vous allez chercher la carte ici, vous avez une bombe de plus. Les bonnes nouvelles, quand vous finirez cette colonne-là, vous avez 2 pièces par bombe. D'accord? Il faut vous incite vraiment à jouer avec le feu. Voilà. Et là, vous irez voler chez vos voisins. Quand vous mettrez un personnage sur cette case-là, vous volerez autant de pièces qu'il a de personnages comme ça sur son plateau. Voilà. Et il y a 2 sextants préimprimés que vous pourrez garder ou écraser pour la navigatrice. Ouais. Vous avez beaucoup joué avec les bombes, c'est le côté plus ta chance, poussé au paroxysme, j'aime bien. Et en fait, l'idée c'est que les 5 cartes là, elles sont compatibles avec tous les plateaux. Et donc ça change énormément le feeling. Il y a des moments où on n'a pas envie d'avoir la carte, il y a des moments où on a envie de la voir. Enfin, là tout à l'heure, on vient de faire une partie sur l'île des morts. Le joueur avait 3 bombes, il fait un singe pour enlever une de ses canonnières, donc il le met à côté de sa canonnière, la canonnière se retourne, c'est un cartographe, il prend la carte, fait la bombe,
il a perdu. Voilà. Et voilà. Donc c'était vraiment très bien. Ouais, c'est plus gamer du coup, évidemment, c'est ce qu'on attend d'une Gamer, extension. exactement, c'est plus gamer, mais ça reste un jeu familial plus avec l'extension. Oui, puis tu peux introduire les trucs petit à petit, les plateaux sont un peu évolutifs comme dans le jeu de base, pour une difficulté crescendo. Ok, super, hâte de voir ça arriver. Vous n'avez pas encore de date en tête? Ce sera pour Cannes. Ce sera pour Cannes. À Cannes, on sortira l'extension et il y aura une nouvelle tuile goodies. On va faire une tuile événement par année. Ok. Pendant 35 ans, parce que le jeu va se vendre 35 ans. Et donc un booster pour Zenith, une mini extension. Mini extension qui va sortir pour Essen. Ça va s'appeler Secret Agent et c'est 10 nouvelles cartes pour Zenith. C'est des cartes qu'on avait en tête, etc. mais qu'on ne voulait pas mettre dans le jeu de base. Pourquoi? Parce qu'il y a un set de cartes à 0 qui ont des petits effets qui se coulent, etc. et qui vont jouer sur le bon moment pour la jouer. Et vous avez des cartes à 5 qui jouent sur le fait que votre adversaire a quelque chose. Il y a dans le jeu de base toutes les cartes qui jouent sur j'ai le jeton leader, etc. Ici ça va être est-ce que mon adversaire a de l'argent, est-ce que mon adversaire a le jeton leader, est-ce que mon adversaire a assez de zénithium. Voilà, c'est tout simple, vous l'achetez, vous le mettez dans votre deck et vous continuez à jouer. Ici, c'est vous remontez à 8 pièces et votre adversaire remonte à 8 pièces. Ah ouais, ça, donc c'est typiquement un jeu à jouer au bon tempo. Là, c'est vous, si votre adversaire a le jeton leader, vous faites 2 d'influence sur un d'influence sur 2 planètes différentes. Ici, si votre adversaire a 15 pièces, vous refaites une influence en plus. 55. Ici, Célestin Petit, vous pouvez faire une technologie en payant son coût, mais la plus basse. Une influence. Voilà. Ici, vous remontez à 2 zénithium et votre adversaire aussi. Okay. Vous prenez, vous avez une influence en plus si votre adversaire a 3 zénithium. Et je terminerai par celle-ci, j'en garde encore des cachets. Vous donnez 2 d'influence à votre adversaire, vous gagnez 2 d'influence sur une autre planète et vous prenez le jeton leader. Okay. C'est plus une finisher ou une carte un peu risquée, mais elle peut être très très forte. Ok, bah ouais, intéressant, ça va venir ajouter encore un peu de piment, encore un peu plus de retournement de situation. Et ouais, ces cartes à 0, ça peut être cool parce que des fois t'es un peu bloqué quand t'as plus. Exactement, en fait on les avait hésités, donc on a changé l'économie du jeu. Pendant tout un temps on se disait il faut que si les joueurs ne se fassent pas attraper par le jeu, qui est quand même un jeu technique, il faut toujours faire attention à son économie, etc. Et donc on a eu à un moment donné des cartes à 0 dans le jeu, et finalement on a trouvé que c'était pas nécessaire obligatoirement, mais elles sont quand même chouettes, et ça vous permet de faire vraiment des jeux, des parties où vous allez très vite en rush, perdre tout votre argent, et remonter avec les cartes à 0. Donc, voilà. Oui, ouais, c'est ça. Tu les as dans ta main, tu peux jouer en fonction. Ok, super. Voilà, des nouveaux choix, des nouveaux trucs. Quoi, 5 € le booster, un truc comme ça du genre, et on travaille encore sur d'autres choses sur Zenith, mais c'est trop tôt pour en parler. Ok. Alors on est toujours à Paris Ludique, il est beaucoup trop tard, on boit des bières, on joue à des jeux de pie. On vient de jouer avec Perco, Julien Loiseau ici présent, rédacteur en chef de Canard PC, jeu de plateau, mon rédacteur en chef. Notamment à American Bookshop et à Yokai Septet. Je pense que tu as aimé les deux. J'ai aimé les deux. J'ai aimé American Bookshop parce que je trouve qu'il est accessible même à des gens qui n'ont pas trop d'expérience de jeu de pli et qui a un twist qui le rend un peu intéressant. Yokai Septet, je pense qu'il faut être déjà un peu plus habitué au jeu de pli, mais alors par contre, la roulette d'émotion et de coupe. Ça a crié de mon côté. Donc je suis ravi, en plus j'ai mis une peignée avec mon partenaire à Boris qui va devoir moins se la ramener sur les jeux de pli. J'aime bien, ça veut pas dire que je suis bon. On est avec Cédric Ballon aussi, qui bosse pour Asmodée notamment. Et qu'est-ce que tu as pensé de ces deux jeux, American Bookshop, Yokai Septet? Comme vient de dire ton collègue, Yokai Septet c'est une roulette d'émotion. American Bookshop, j'ai bien aimé la simplicité des règles de ce jeu-là qui est très accessible. Je le verrais bien chez un éditeur français, n'importe lequel, American Bookshop. Il y a plein d'éditeurs où je vois une refonte graphique, une recherche d'un thème autre par exemple, et où ils l'envoient comme ça marche. Il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, bah pour pitcher ce jeu en 2 minutes, on fait des plis qui vont pas forcément faire toute la table, qui vont s'arrêter dès qu'on atteint une valeur donnée en fonction du nombre de joueurs. Un petit peu comme Tanuki chez Synapse. Okay. C'est aussi un jeu de pli où tu vas parier sur la couleur sur laquelle toi tu vas scorer.
Et je pense que le pli s'arrête à 10 points. Ok. Dès que quelqu'un a atteint les 10 points, c'est lui qui ramasse le pli. Oui, il y a un jeu de Knizia qui fait ça aussi avec les potions, etc. Mais ici, ouais, il y a un truc où tu ne veux pas ramasser des cartes parce qu'elles te font des points négatifs, sauf si tu es majoritaire, parce que là, ça fait des points Soit positifs. tu veux pas en ramasser du tout dans certaines couleurs, soit tu veux en avoir le plus possible dans d'autres, parce que là, t'as pas de pari sur la couleur qui va gagner. Par contre, les cartes majoritaires valent des points, et les cartes dans les couleurs où t'es pas majoritaire coûtent des points. C'est ça. Donc ouais, c'est soit tu vas pas, et le jeu est d'autant plus intéressant quand ça bataille vraiment. Il se crée des alliances plus ou moins légales autour de la table, du genre, allez, faut aller, il y a encore moyen d'avoir plus de roses que lui, battez-le. C'est rigolo, c'est simple à comprendre, c'est plus compliqué dès qu'on veut rentrer dans, attends, faut que je compte un peu qui a gardé quoi comme carte, qui coupe, qui fait ça. Donc je trouve que c'est un très juste milieu, facilement adaptable, c'est très bien. Et tu le disais, celui-ci, Yokai Septet, est plus technique, s'adresse plus aux connaisseurs du jeu de pli. C'est pas qu'il est plus technique, mais c'est que pour avoir une sensation agréable d'avoir fait des beaux coups, il faut déjà connaître la grammaire des jeux de pli et se dire, je sais quand je fais pisser, je sais quand je joue, je sais quand j'appelle, je sais quand je suis sûr d'être maître sur mes mains. On prend plus de plaisir parce que dans ce cas-là, les bons coups sortent mieux, les moments épiques sont plus inattendus et les mauvais coups, on les voit, on se dit merde, j'ai fait une connerie et on espère que les autres rebondissent pas dessus. Chose très intéressante, on vient de nous montrer la version française. Et je la trouve moi aussi les cartes plus jolies que la version originale, quoi. La refonte graphique a l'air très sympa chez Matago. Je vais aller me l'acheter dès demain matin. Clairement, le jeu par équipe m'a tout de suite fait penser à mes vieilles années de belote quand j'étais étudiant. Donc oui, c'est clairement. Et le fait de pouvoir, de temps en temps, lâcher une carte pour lancer un message à un partenaire pour qu'il puisse relancer une couleur ou un truc ainsi. Oui, clairement, ce côté belote m'a très bien parlé. Ce qui est intéressant dans ces deux jeux, c'est que c'est des jeux qui arrivent avec juste des valeurs de cartes de couleurs, à renouveler l'expérience du jeu de pli, et ça c'est élégant. Moi j'aime bien les jeux de pli où il n'y a pas des cartes de pouvoir, des machins, des ceci, des sauces, des jetons, des trucs qui servent à rien. Pour moi ça c'est des bons jeux de pli, c'est même des très bons jeux de pli. Après c'est des jeux de pli. Faut aimer les jeux de pli. Oui, toi tu dis c'est un peu à chaque fois les mêmes sensations. Le problème pour moi du jeu de pli, c'est qu'à partir du moment où tu n'es pas dans la famille de ceux qui aiment compter, deviner ce qu'il y a dans les mains des autres, et que tu cherches pas cette expérience-là, c'est difficile de vraiment jamais accrocher plus. Moi je suis pas de cette famille-là. C'est que en fait, même si tu as un joli twist qui te renouvelle l'expérience, je vais passer d'un jeu de pli à l'autre en me disant oui d'accord, mais je retrouve un truc très commun qui ne me fait pas me sentir en train de faire quelque chose de très différent. Marc, t'avais bien aimé Danger qui est un Danger. C'est un jeu de pli sympa. Non mais c'est... Non mais j'entends, et t'as pas ce truc là avec les placements d'ouvriers ou avec... Après ça je pense que c'est de l'affinité personnelle en face de certaines mécaniques. Oui. Moi j'ai une pote, Rebantis, qui fait des vidéos avec moi, le placement d'ouvriers, elle ne peut plus. Ça lui sort par les oreilles. Et moi je suis pas hyper fan du comptage parce que si t'es pas bon par exemple en mémoire courte, et moi c'est le cas, je sais plus à quoi t'occuper, je sais plus qui a joué le 3. Je souffre un peu, il y a quelque chose d'un peu même humiliant. Oui, t'as moins de plaisir parce que tu te sens moins en maîtrise. Ah, c'est pas vrai, on peut jouer quand même au jeu de pli même sans ça. Moi j'ai déjà oublié vos prénoms et je m'amuse au jeu de pli. Le plaisir c'est quand même pour moi des exercices dans lesquels je me sens un peu... Ça va, je suis pas en sous-pression à devoir être bonne à l'examen où faut que je trouve la bonne réponse. Je trouve que c'est des jeux qui mettent énormément de pression. D'ailleurs, les pires jeux pour moi, c'est des jeux de pli coop où tout repasse. Ouais, si tu fais de la merde, tout le monde te tombe dessus. Je trouve que The Crew c'est fabuleux, mais je déteste The Crew. Voilà.
Ludique, deuxième jour, il fait nettement moins beau qu'hier, hein, regarde le ciel, mais pour l'instant il ne pleut plus. Et il y a eu même des risques d'annulation, donc on est déjà content de pouvoir être là. Continue, c'est ça? Ouais. On a rentré très tard hier, on est arrivé de bon matin, on vient de jouer à Mythologie. Oui, Mythologie, on était avec un des auteurs, il y a Max et Michael, on était avec Michael, coucou à Max. Et alors, qu'est-ce que ça donnait? C'est une construction de tableau. Hein. Ouais, avec du draft ouvert. Ouais, et ça passe cette histoire de draft parce qu'on va pas prendre directement les cartes, on va poser nos jetons et face cachée, donc ça veut dire que nos adversaires ne vont pas savoir si on va prendre une carte là ou pas. Et alors comment ça se passe? Il y a 4 pans du plateau, et donc à chaque carte qu'on va révéler, il y a 4 cartes qui vont être révélées, on va avoir pour notre couleur un pan qui est débloqué. Qui est assigné, où on peut aller. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un côté simultané, tu peux jouer à 4 assez vite et tu sais où tu dois regarder. Oui. Tu peux regarder aussi dans les autres, dans les autres parties du plateau, te dire est-ce que je voudrais jouer ma prise de carte ou pas à ce moment-là. On peut prendre que 2 cartes hein, sur. C'est ça, on va prendre 2 cartes, on va remplir notre plateau, c'est un plateau de 9 de 3 par 3, 3 par 3, c'est ça. Et alors il va avoir pas mal d'interactions. Donc on va pouvoir écraser des cartes, pas mal de changements sur notre plateau. Et de combos possibles, et surtout des interactions avec nos adversaires. On va pouvoir leur faire bouger des cartes, reprendre dans leurs défauts et peut-être un peu les embêter comme ça. Les avantages du jeu, c'est que justement c'est assez facile à aborder. C'est comme disait Boris, c'est assez clair puisqu'on va chaque fois nous indiquer dans quel pan de plateau regarder pour nos cartes. Il y a 3 cartes, donc le choix est assez vite fait. Oui, c'est 3 cartes, donc c'est vite fait. Et il n'y a pas tant de cartes que ça au final. Non. Donc ça permet justement de pouvoir facilement les identifier et peut-être les repérer et se dire ok, celle-là c'est le Minotaure, c'est celui qui fait ça, l'autre c'est celui qui bouge comme ceci et ça. Le petit bémol, je sais pas si c'est vraiment un bémol, mais en tout cas je pense qu'il faut plusieurs parties pour vraiment pouvoir saisir le potentiel du jeu, parce que justement au départ on se dit ah ok, je vais prendre telle carte, elle va faire bouger quelque chose chez mes voisins, mais j'ai pas la capacité de me dire est-ce que ça va vraiment les embêter ou pas. Donc première partie c'est un peu c'est facile à prendre en main, mais on n'aura pas tout le potentiel du jeu. Je pense qu'il faut y revenir vraiment pour se dire tiens ok d'accord, je vois comment je peux embêter les personnes et vraiment les bloquer dans leur scoring. Et un truc qui m'a perturbé, c'est que oui, tu as un truc de 3 par 3, mais tu vas prendre que 8 cartes par défaut dans la partie. Parce qu'il n'y a que 4 tours, et moi je trouve ça bien qu'il n'y a que 4 tours, que ça soit assez nerveux, etc. Mais du coup, par défaut, c'est pas possible de remplir ton plateau. Exactement. Tu vas pouvoir le faire par des effets de cartes, etc. potentiellement. Mais du coup, le démarrage est assez lent. Hein. Oui. Moi, la première manche, je me suis vraiment dit, mais on va où? Je peux rien faire. J'avais aucun effet qui me paraissait satisfaisant. Voilà, ça c'est par rapport à un château combo, etc. Beaucoup de gens l'ont comparé à un château combo. C'est beaucoup plus évident. Ici, c'est plus sec. Il faut vraiment plus avoir un temps de démarrage. Tu vas pas avoir une carte qui pose et bim, elle te fait 5 points de victoire au premier tour. Quoi. Tu dois vraiment faire démarrer ton moteur et après tu arrives à faire des trucs, et au final j'ai trouvé ça assez plaisant. Oui, c'est plaisant. C'est pas un coup de cœur. Non, moi non plus c'est pas un coup de cœur, mais je comprends tout à fait l'intérêt qu'il y a dans ce genre de jeu, et pour les personnes qui aiment justement cette construction de tableau, je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout si on a envie d'interagir avec les autres. Ce qui est dans les constructions de tableau, parfois ça peut donner un côté un peu solo, et c'est pas du tout. C'est exactement ce que je lui vois, et pourquoi il apporte quelque chose à ce genre, c'est ce côté interactif qui va dépendre aussi des factions qu'on tire, parce qu'il y a 8 factions dans la boîte et on ne joue qu'avec 4. D'ailleurs leur association va aussi créer des objectifs différents, et donc ça c'est plutôt cool, parce que pour les personnes qui aiment moins cette interaction, qui aiment moins être chamboulées, tu vas aussi pouvoir adapter le tirage et faire une partie un peu moins méchante. Un défaut de Mythologie que je veux signaler quand même, c'est qu'il est très lourd en manipulation. Quand ces jetons pour poser une carte ou passer, alors on les pose simultanément, mais on choisit chacun le jeton qu'on met, puis on révèle, puis on le pose sur une carte, et j'ai l'impression que tu mets un champion de l'ergonomie, un Thomas Provost ou quoi, là-dessus il te dit ça va pas, et ça on va le changer, on va le retravailler pour que l'expérience elle soit plus fluide, quoi. Parce que le jeu peut être très fluide, mais ce truc de manipulation... Alors il faut des gens très polis. Et qui ne se croisent pas tout le temps les mains pour ramasser leurs cartes en même temps. Oui, c'est ça. En plus, c'est pas évident, ça crée des collisions autour de la table, ça gêne la lisibilité. Donc ce truc vraiment de en plusieurs temps poser un jeton, le révéler quand tout le monde est prêt, etc. On était sur une bonne table, mais pas une grande table. Une grande table qui nous aurait permis déjà de mettre tout au milieu. Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais je pense que vraiment en termes d'ergonomie, ils loupent un truc là-dessus. Il y a peut-être moyen d'améliorer. Ils ont travaillé en disant on va faire 8 factions et tout, ça va être génial. Oui, très bien, c'est cool, c'est rejouable, il y a plein d'objectifs et tout, mais pour moi il y a un truc dans l'expérience joueur qui a été un peu loupé pour que ça soit encore plus fluide. Il faudra rejouer pour se faire un avis définitif, mais
mais c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est un jeu moderne qui risque de plutôt bien fonctionner, qui est dans l'air du temps en tout cas. Voilà. Et si vous le découvrez, il n'est pas en version finale, donc oui, il sortira pour Cannes 2026. Voilà. Waouh! Et là, ok! Ça c'est du chèque ça. On est sur le retour de Paris et Ludique. Il a fait dégueulasse toute la journée. Je suis toujours avec Mounir. Le fait qu'il ait fait un petit peu plus, enfin qu'il ait fait carrément plus moche la deuxième journée fait que on a un peu moins la motive forcément, mais il y avait quand même du monde aujourd'hui aussi. Il y avait des motivés qui ont, pas mal de gens qui ont bravé la pluie. Alors il nous reste 2 jeux à vous débriefer principalement. On a fait un jeu que plusieurs personnes nous avaient recommandé. Oui, voilà. C'est All In Prediction de Phil Walker Harding. Ça va sortir chez Next Move, l'éditeur de Azul en fait notamment. Ça sortira en janvier 2026. C'est un jeu autour de la main de poker. Donc on a l'impression que Phil Walker Harding il a joué à The Gang et s'est dit ah bah moi aussi je vais faire un truc avec du poker, mais ça n'a rien à voir. C'est du compétitif là où The Gang est coopératif et surtout contrairement à un poker classique où on reçoit sa main et où on doit miser en fonction de sa main, et ben ici on va construire sa main petit à petit. Un petit peu comme Fantasy Realms où tu vas piocher des cartes plutôt défaussées pour essayer de construire la meilleure main de poker possible. À ton tour, tu vas la plupart du temps jouer une carte qui va avoir des petits symboles sur le côté pour effectuer des actions à la suite qui vont être piocher des cartes à l'aveugle du paquet, qui vont être échangées avec des cartes de la rivière. Elles vont aussi te permettre de scorer des points de victoire parfois, etc. Et notamment de prendre des informations sur la main de vos adversaires. Aussi, tu vas pouvoir leur demander quelle est leur combinaison de poker actuellement. Voilà. Parce qu'ils ont une paire, un brelan à ce stade-ci. Te demander de montrer des cartes. Ça va te permettre aussi de piocher des cartes. Les informations que tu vas avoir sur la main de ton adversaire, de tes adversaires, c'est important parce qu'il va avoir une phase de mise à la fin de la manche. C'est ça, non seulement on essaye de construire la meilleure main de poker possible pour scorer, plus votre main de poker est bonne, plus vous allez scorer des points, mais aussi une fois que la fin de manche est déclenchée, quand la rivière a été complétée sur 2 rangées, eh bien il va y avoir une phase de prédiction. On va parier sur la personne qui a la meilleure main de poker. Et ça c'est intéressant parce que si on a eu un peu moins de chance, si on a eu des effets un peu moins intéressants, on peut se rattraper en pariant sur la bonne personne. On peut parier pour soi, mais on peut aussi parier sur les autres et scorer sur le dos, entre guillemets, de la main de poker d'un autre. Et c'est là où les effets qui permettent d'avoir des infos sur les mains des autres, etc. vont avoir de l'intérêt. Il y a déjà un pot de départ qui est mis par la banque et qui va évoluer de manche en manche, qui va augmenter. Donc ça devient de plus en plus l'enjeu de la manche. Et tu peux faire des remontadas grâce à ça. On a joué avec Valentine notamment qui, grâce à une bonne prédiction où elle était seule à avoir bien misé à la fin, a fait une grosse remontada. On divise entre les gens qui ont fait une bonne prédiction et si tu es tout seul, tu prends le jackpot quoi. Il y a une mécanique aussi qui est intéressante, c'est la mécanique de all-in où on peut à tout moment verrouiller sa main. Il n'y a qu'un seul joueur qui peut le faire et quand il le fait, bim, il jouera plus de la manche, il pense qu'il est plus ou moins en tête ou en tout cas qu'il est pas mal. Surtout, il met la pression aux adversaires parce qu'il ajoute immédiatement 2 cartes dans la rivière et puis à chaque fois que son tour revient, il ajoute à nouveau une carte dans la rivière et comme c'est ça qui va déterminer la fin de la manche, ça donne moins de temps aux autres pour construire la meilleure main de poker possible. Oui. Il y a vraiment une notion de rythme dans le jeu, c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir donc faire accélérer la partie donc, avec le all-in en passant, donc il y a une carte qu'on rajoute, ou justement la ralentir en prenant une carte de la rivière. Bon, on prend une carte de la rivière surtout parce qu'elle nous intéresse, mais ça c'est une manière aussi de c'est ça, si tu vas chercher des cartes des cartes dans la rivière, ça ralentit un peu le rythme. À l'inverse, si tu passes ou que tu joues des cartes sans en récupérer, ça accélère, on avance vers la fin de manche.
Et c'est ça aussi, moi, le côté Fantasy Realms, même si je veux pas aller trop loin dans ce parallèle, mais c'est que si tu mets des cartes dans la rivière, tu les donnes à tes adversaires. Oui, et comme il y a notamment une carte qui permet d'aller chercher une carte parmi autant que tu révèles, bah, tu peux déduire un petit peu quelle valeur intéresse tes adversaires. Donc il y a quand même un petit côté comme ça. Oui, puis qu'il faudra creuser. Ce qu'ils prennent, ce qu'ils défaussent, donc ça a un intérêt, quoi. On a joué à 4 avec Raphaël et Valentine qu'on salue, et c'était cool. On a passé un plutôt bon moment. Le design des cartes est un petit peu chargé, mais bon, c'est encore un work in progress, hein. Ça sort en janvier 2026, donc ils vont peut-être encore modifier certaines choses, mais sinon c'est assez réussi. On sent la patte de Phil Walker Harding dans le fait que c'est assez simple, mais qu'il y a de la profondeur, et on était tous les deux sans avoir le giga coup de cœur, on était plutôt emballés, on y rejouera volontiers, quoi. Voilà, on y rejouera volontiers pour voir ce que ça a vraiment dans le ventre. Je crois que Valentine, elle disait que ça lui... elle était dubitative par rapport à The Gang, où elle avait eu un effet un peu plus waouh, ouais. Voilà, c'est ça. Oui, je pense que le jeu créera moins des sensations fortes, et ça s'adresse plus à des gens qui veulent un peu creuser, un peu analyser ce côté construction de main. Non, voilà, c'est vrai, comme tu l'as dit au début, le côté poker, ça fait qu'on le rapproche directement de The Gang, mais au final, ça n'a pas vraiment le même. Non, c'est pas le même type propos. de jeu. Ouais, tout à fait. Je vous invite à le découvrir en tout cas. Ouais, tout à fait. Je pense pas que c'est un must-go, mais c'est. Je pense que c'est un jeu à surveiller qui refera parler de lui à sa sortie. Et puis moi j'ai joué à Seven Wonders Dice, qui était très attendu, hein, qui a été annoncé en grande pompe par Repos Productions sur les réseaux, avec tout un narratif mais ça fait des années qu'Antoine Boza essaie de trouver la bonne formule pour faire un jeu à cocher, et puis Antoine Boza est quelqu'un, d'après lui, en tout cas d'après ce qu'on nous a dit chez RepoProd, qui a la flemme, et donc lancer les dés, passer les dés aux voisins, etc., ça lui fout la flemme. Mais heureusement, il a trouvé un système innovant, c'est ce shake. Alors, donc les dés sont dans une boîte. Le narratif est beau, ils ont travaillé leur com chez RepoProd. Donc on met les dés dans une boîte qui est divisée en 4 avec des petites bordures, et ça va définir les coups des dés. Donc on va shaker, on va secouer cette boîte, c'est donc le premier shake and write, attention. Et donc en fonction d'où sont les dés, il y aura évidemment 7 dés, et ben on va choisir simultanément celui qui nous intéresse, mais il y a des dés qui vont être en 0, il y a des qui vont être en 1, 2, 3, c'est des coups en pièces. Et donc en fonction du shake qu'ont effectué les joueurs à l'aveugle, hein, évidemment on ne contrôle pas du tout ça, mais on va avoir des configurations où tous les dés sont chers, ou alors il y en a un seul à 0, mais ceux qui t'intéressent coûtent des pièces, donc tu vas avoir un petit peu des décisions, etc. Le problème de cette version D, dont on s'attend à ce qu'elle soit plus immédiate, un peu dans la lignée d'un Seven Wonders Architect, qui était plus familial, qui était vraiment très immédiat dans les sensations, même si en tant que joueur confirmé, moi j'y voyais moins d'intérêt. Le problème de cette version D, c'est que elle est en fait moins accessible qu'un Seven Wonders Architects, et que ce à quoi tu t'attendrais avec un jeu à cocher, qui sont souvent des jeux assez immédiats. On a assisté à 2 explications de règles, celle de la partie que j'ai vécue et puis une autre, et les 2 ont duré assez longtemps. On était facilement sur une demi-heure de règles à peu près. Oui, ça paraissait pourquoi? Parce que le principe est simple, mais il y a toute une iconographie qu'il faut expliquer en entier, sinon tu sais pas où tu vas. Et donc il faut en comprendre la logique, et donc il faut bien expliquer tout le plateau, toutes les significations des icônes avant de vraiment pouvoir se lancer. D'autant plus parce que comme c'est un jeu en simultané, si tout le monde pose des questions tout le temps sur ça fait quoi, ça fait quoi, ça casse le rythme. Donc il faut essayer de poser les bases en début de partie, mais donc ça met un peu plus de temps à rentrer dedans. Et puis aussi c'est assez long pour ce que c'est. Ils annoncent 25 minutes sur la boîte. Bon, encore une fois, c'était des parties à 7, mais comme ça se joue en simultané, c'est censé pas changer grand chose. On était plutôt sur une bonne demi-heure, 35
40 minutes peut-être de partie. En tout cas, en ressenti, ça paraissait assez long. Et enfin, le dernier problème, c'est que on a des plateaux merveilles qui sont légèrement asymétriques. Hein. Donc je ne l'ai pas dit, mais comme dans un Seven Wonders classique, tu as 3 choix. Soit tu utilises un des dés au milieu, soit tu construis ta merveille, là tu t'en fous des dés et tu as 3 étapes des merveilles et il faut juste que tu aies les ressources pour avancer, soit tu prends 3 thunes si tu es bloqué. Et les plateaux, hormis cette petite asymétrie sur les merveilles, vont pas changer d'une partie à l'autre. C'est pas comme dans un jeu à cocher où tu aurais plusieurs feuilles, etc. Et je pense qu'en termes de sensation, comme la partie est assez longue et tu coches facilement la moitié de ton plateau, ça s'arrête quand 3 zones ont été entièrement remplies, je pense que ça va pas mal se répéter d'une partie à l'autre. Tu risques d'avoir pas mal le sentiment de refaire la même chose. Tu ajoutes à ça le fait que le jeu arrive un peu après la hype des jeux à cocher. On en a vu défiler quelques-uns, donc est-ce que le fait que ça soit Seven Wonders va réussir à faire sortir le jeu du lot? Je sais pas. Je pense qu'ils en vendront aux personnes qui sont acquises à la marque, mais est-ce qu'ils vont attirer un nouveau public avec ça ou arriver à convaincre les joueurs confirmés? Je ne sais pas. Et ensuite, c'est pas un jeu qui combotte énormément. Il y a quelques effets qui te font cocher 2 cases d'un coup, etc. Mais ils sont assez rares. Voilà, quelques trucs tout de même intéressants. Avec la piste de science, on va faire arriver dans le pool de nouveaux dés. Donc tu vas pouvoir faire arriver un dé noir qui sert un peu de joker, qui sert à cocher ce que tu veux sur ton plateau. Un dé blanc qui est le dé des leaders en fait, et qui va lui te permettre d'avoir des accélérations dans certaines zones de ton plateau. Et enfin le dé mauve qui est le dé de guild, où tu dois te comparer à tes voisins. Il y a des sortes de concepts de Seven Wonders qui sont repris, comme la guerre avec les voisins par exemple, mais elle paraît assez artificielle parce qu'en fait, quand tu fais la guerre, c'est soit tu prends un bouclier pour augmenter tes défenses, soit tu prends une épée pour taper à gauche, une hache pour taper à droite, donc tu vas taper un de tes 2 voisins, mais le mec s'en fout. Parce qu'en fait, c'est juste, si c'est pas défendu, tu vas scorer 3 points. Si c'est défendu, tu vas scorer 2 points au lieu de 3. Mais tu n'as même pas besoin de le notifier que tu l'attaques. En fait, tu regardes son plateau si c'est défendu. Lui, il s'en fout. Royal. Évidemment, comme dans tous ces jeux à cocher, il n'y a pas d'interaction. Mais voilà, l'arrivée en tout cas de ces nouveaux dés, ça va être un truc un peu rigolo qui va venir te donner des nouvelles possibilités, et si les autres n'ont pas débloqué ce dé, ils n'auront pas le droit de l'utiliser, et même toi tu vas retirer un dé de ressources, donc tu vas leur donner moins accès à ce développement là. Cela dit, je pense que ça fait un petit effet sympa la première fois, mais que sur le long terme, une fois que tu as vu ça, c'est arrivé des nouveautés, je pense pas que si tu fais 5-10 parties, ça va être décoiffant. Donc on y rejouera, mais je suis pas hyper emballé. Pour être honnête, je me suis un petit peu embêté, j'ai trouvé ça un petit peu trop long. Ça aurait duré un quart d'heure, je pense que j'aurais pris du plaisir, mais sur une partie de 1 demi-heure, 35 minutes, voilà. Mais toi, surtout, c'est comme tu disais, que ce soit un jeu dé à cocher, qu'il n'y ait pas de... Enfin, que ça combotte pas, ça combotte très peu. Ça combotte très peu. À chaque fois rebondir, quoi. Quand tu as complété entièrement une zone, tu vas choisir un bonus parmi 3, et il y en a un d'eux qui est cocher un truc où tu veux, il y en a un autre qui est rejoué immédiatement. Mais ça se limite quasiment à ça, quoi. Donc de temps en temps, tu vas cocher 2 trucs d'un coup. Voilà, il y a un peu de gestion de ces pièces. Enfin, c'est sympa, il y a des idées, mais j'ai pas retrouvé le côté addictif qu'on peut avoir sur la découverte d'un Seven Wonders, d'un Seven Wonders Duel, où tu te dis, ah bah cette partie-ci j'ai fait la science, bah la partie d'après je vais jouer plus commerce, je vais jouer plus bleu ici. Ici tu coches vraiment quand même, tu as le temps de cocher beaucoup de ton plateau, je trouve, donc oui, peut-être la partie d'après tu vas changer un petit peu. En tout cas, moi ça m'a pas donné envie ça m'a pas excité. Est-ce que ce serait pas un jeu de tir à la corde? Là, on tire un peu sur la ficelle, non? Sur la ficelle de la... Alors, pour en avoir discuté avec d'autres personnes qu'on va pas citer, mais qui n'ont pas été convaincues non plus, on dit un peu, on a entendu, c'est le Seven Wonders de trop. C'est celui qui était dans les cartons. Et qu'on ressort, c'est l'impression que ça donne, hein, qu'on ressort pour faire vivre la marque, qui mise beaucoup sur ce gimmick du chèque. Qui est marrant, encore une fois, la première fois, alors on dit, ah attention, shake bien, hein, mets-moi le dé sur telle face, et on shake chacun à son tour, etc. Mais ça n'a évidemment aucune incidence. Et donc, bah voilà, c'est rigolo le premier tour de table, regardez comment chacun shake, le style de chacun, et puis après c'est bon, quoi. C'est un gimmick qu'on essaye de... Ben, on nous le vend comme une originalité. Oui, ça va faire varier
les coups des dés, mais à part ça, voilà. Donc voilà pour ce Seven Wonders Dice. Puis un mot de débrief sur ce festival auquel on se rendait pour la première fois avec Mounir. Donc Paris et Ludique, c'est un festival qui vit beaucoup grâce à ses bénévoles. On les a vus tout le week-end avec leur t-shirt orange là. Ils sont toutes et tous adorables. On a pu bénéficier de leur service dans l'espace pro. Ils font aussi beaucoup pour faire vivre les stands, pour garder le site du festival propre, pour la logistique, pour animer. Il y a plein de zones qui sont entièrement gérées par les bénévoles, notamment Jeux à volonté, auquel il y avait Arnaud, il y avait Alice, qu'on salue tous les deux, qui ont à leur disposition une sélection absolument géniale de jeux très étendus et qui sont à disposition pour expliquer les règles. Et donc c'est top parce que quand tu sais pas trop quoi faire, tu peux aller te poser. Si tu as vraiment envie qu'on te conseille un truc, ben, ils vont te l'expliquer, etc. Mais quand comme nous, on connaît suffisamment de jeux pour avoir des chances de trouver son bonheur dans la sélection qui est vraiment très étendue. Il y en a vraiment pour tous les goûts, autant des gros jeux que des petits jeux. T'as pas besoin de trimballer ta ludothèque sur ton dos. Tu peux aller te poser là-bas et il y a plein de tables et il y a tout le temps de la place. Ils font un gros boulot et surtout ils étaient nombreux quand même les bénévoles. Ils étaient vraiment très nombreux et nombreuses. Et ils sont de bonne humeur. Chapeau à ils eux. te saluent avec plein d'enthousiasme quand tu arrives le matin, quand tu repars le soir. Ils ont la banane, ils te font une ola, ils te font des danses de la joie, etc. Alors que là aujourd'hui il a plu, etc. Ils font des crêpes. Alors je trouve qu'il y a un truc, ils font de la bouffe, etc. qui est en priorité pour les bénévoles. Il y a une grande solidarité entre eux. Ils cherchent à se servir entre eux avant tout. Mais une fois que c'est bon, ils sont servis, ils offrent aussi à la presse, aux gens des médias, à l'orga, aux personnes qui animent les stands, etc. Donc je trouve ça très humain dans le principe, très sain. Et ils ont servi des bières jusqu'à 2 h du mat, faut le dire. Incroyable. Donc, on a quitté, il y avait encore des bénévoles qui étaient en train de s'enjailler, de danser, de faire la fête. Autour d'une clarinette, c'était incroyable. Et donc il y a une ambiance de fou et leur présence fait énormément. Et donc merci à eux parce que c'est aussi grâce à eux qu'on vit un festival chouette. Et Paris Ludique, c'est un festival qui est convivial. On l'a compris très vite et on venait avec cette attente-là. C'est un festival où on vient pour chiller. On vient pas pour claquer 500 € dans des jeux comme à Essen et pour se ruer sur les dernières nouveautés. On ne vient pas pour découvrir la pépite à la mode qui va tout casser. Il y a de la nouveauté, il y a moyen d'avoir des démonstrations de protos, de jeux qui vont sortir, etc. Attention, oui, les stands, il y a des stands de démonstration. Il y a énormément de stands, il y a une centaine de stands, il y a plein de jeux auxquels voir, etc. Mais l'ambiance est plus à la détente, au fait de se poser, de passer du temps avec les gens, de discuter. De croiser les ludistes avec lesquels on discute à distance. C'est ça. Voilà, que à la course à la nouveauté, on a très peu, par exemple, fait la file pour jouer parce que c'était pas notre priorité de à tout prix tester ce jeu-là, machin. On voulait privilégier Mais si jamais on veut tester des jeux, je pense on peut tester plein de choses et autant des jeux à venir que dans les dernières nouveautés, elles sont toutes là et si vous voulez les découvrir, c'est aussi un salon pour ça. Mais voilà, c'est un salon qui est convivial où on croise tout le temps tout le monde en fait. Tu vas croiser on se recroise 4-5 fois sur la journée parfois et c'est très bien. Et nous, ça nous a permis de rencontrer notre public, le public de la chaîne et puis peut-être des gens avec qui on avait déjà, comme Mounir le dit, échangé à distance, etc. Et vous êtes nombreux et nombreuses à être passés sur le stand de Golden Meeple, à leur avoir acheté des jeux et ça a fait très plaisir. Et j'ai pu échanger avec plusieurs d'entre vous, ça m'a fait immensément chaud au cœur de vous rencontrer et merci pour vos encouragements, vos mots gentils, etc. Et c'était trop chouette. Et donc si vous nous voyez, que ce soit moi ou Mounir, en festival ou ailleurs, il ne faut jamais hésiter à venir dire bonjour. Vous ne dérangez pas. Et même si on est en train de jouer à un truc, on se pose, on trouve un moyen de discuter sur le côté, on échange quelques mots, ça fait toujours plaisir. Et puis, on a pu jouer avec quelques-uns aussi. Oui, on a pu rencontrer plein de monde. Un gros festival jeu de pied. Hein.
à la convention. C'est ça, ça sera le dernier mot, c'est sur l'expérience de Golden Meeple à proprement parler qu'on a suivi de très près et qui ont réussi à amener du monde sur leur stand avec leur curiosité, avec leurs jeux de pli venus du Japon. Et merci à l'ouverture d'esprit des gens qui étaient là parce que y en a plein qui se sont éclatés, qui sont repartis avec des jeux sous le bras et ça c'était important parce que Golden Meeple c'était vraiment un gros investissement pour eux, une grosse prise de risque. Ils sont pas rentrés dans leurs frais évidemment, mais leur but était aussi de réseauter, de faire connaître le jeu de pli à plus de monde, de peut-être développer des partenariats. Et ça, je pense que ça a été plutôt réussi. Je pense que leur communauté, non seulement autour de l'import et des jeux de pli, elle grandit en fait. Oui, elle gagne à être connue et aussi en Europe. Et donc, et effectivement, voilà, c'est parce que aussi on n'a pas cherché à dénicher la pépite comme on le disait parmi les nouveautés, mais nous les meilleurs jeux qu'on a fait ce week-end, c'était des jeux de pli. Exact. Parce que ça fonctionne très bien en festival. Tu peux jouer sur un coin de table, t'expliques les règles en 2 minutes. Tu peux initier plein de monde, tu fais une manche, après tu laisses ta place à quelqu'un d'autre, t'as pas le temps, tu joues que 10 minutes, t'as le temps, tu kiffes, tu fais les 4 manches, tu joues. Et moi je vous assure en plus que je suis pas quelqu'un qui est pour la cause quoi. Un aficionados des jeux de pli, mais il faut que je me rends compte que c'est que petit à petit, l'air de rien, je suis conquis. Je suis pas du tout le genre de gars qui va sortir plein de jeux de pli comme ça d'affilée, mais n'empêche que au fur et à mesure que j'en achète, j'en réclame parfois autour de la table. Donc franchement, c'était très plaisant. Et ça fait passer un moment. Et pour avoir un moment d'immédiateté avec les gens, c'est parfait. Parce qu'on est tout de suite dans l'échange, dans le fait de se chambrer, d'avoir la tchatch, de tu t'es planté sur ton pari, tiens je te donne de la merde et je te pourris ton scoring. Le dernier jeu auquel on a joué avant de partir c'était Woodlanders. C'était très sympa, on pouvait bien se pourrir. Toi tu as eu un gros coup de cœur sur Quattro Trick Taking, le dernier Taiki Shinzawa qui pour l'instant est arrivé en Kickstarter. Golden Meeple va peut-être le récupérer, mais c'était difficile. Mais ouais, c'est un jeu où on a chacun une manière asymétrique de parier et de scorer. Et on va faire 4 manches et on va essayer chacun un mini-jeu de pari et de scoring. Et tu peux scorer, c'est très sec dans le scoring, tu peux très vite scorer 0 points, mais t'as envie d'y revenir, t'as quand même envie de ça a brillé d'ailleurs sur la partie. J'ai crié bien sûr, beaucoup. Non, j'ai dit t'as brillé sur... Brillé sur la dernière manche. Sinon j'ai fait 0 avant. Mais oui, un très très bon Taiki Shinzawa. Woodlanders, vous pouvez l'acheter chez Golden Meeple évidemment. Toi t'as découvert Yokai Septet, qui a été un grand moment du week-end. C'était bien aussi, mais moi surtout j'ai retenu Seven Prophecies, qui est pas le plus complexe, mais moi justement je trouve il est accessible, accessible, facile à sortir et facile à prendre en main. Un jeu que tu as acheté d'ailleurs. J'ai acheté, j'ai pris la version japonaise parce que c'est vrai que je la trouve plus jolie. La direction artistique est beaucoup plus belle. Parce que la version américaine, bon, c'est vraiment... Et donc ça Seven Prophecies, si vous connaissez pas, vous pouvez foncer, c'est expliqué en 2 minutes et c'est un système de pari tout simple et assez excitant avec des remontadas possibles, etc. Et donc il y a la version japonaise avec une très belle direction artistique qui est dispo sur goldenmeeple.be. Et puis un grand moment du week-end, ça a été mon American Bookshop de Taiki Shinzawa aussi, encore lui, que j'ai fait découvrir à quelques personnes à l'Espace Pro, à Pénélope notamment, à Perco, mon rédacteur en chef de Canard PC, qui ont beaucoup aimé et qui en redemandaient, etc. Donc on a fait jouer des bénévoles qui passaient par là, qui ont kiffé leur moment et c'est ça qui est beau, parce que tu sors un Eurogame avec une demi-heure de règles, tous les gens qui sont claqués du festival vont te dire non merci. Tu sors un jeu de pli à 1h du matin, c'est encore possible de jouer. C'est ça. Moi j'ai joué encore à Blood on the Clock Tower et comme d'habitude j'aime bien, même si bon là c'était un peu dur d'organiser la partie si tard et il y avait pas mal de personnes à qui on devait expliquer les règles, mais voilà, moi c'est toujours un plaisir. En plus on a joué avec nos amis les voituriers ludiques, en tout cas avec Ben, avec Lily, avec Philippe et on passe un coucou à The Brain Academy qui est une association qui fait découvrir le jeu à travers les villes de France notamment. C'est super. Qui s'est fondé, si j'ai bien entendu le créateur, autour d'abord de Blood on the Clock Tower et qui maintenant fait de l'animation dans plein d'autres secteurs, qui fait du karaoké, etc. Carrément. Il va aussi au-delà du jeu en lui-même, mais c'est vraiment la passion pour Blood on the Clock Tower qui les a rassemblés. Et c'est cool parce qu'ils ont animé plein de parties pendant tout le week-end et ils en ont encore refait le soir. Donc ils sont là aussi, ils sont vraiment courageux. animés par la passion.
Donc bah, c'était un cool festival. Yes. On reviendra, je pense. Oui, je pense. Ça a 3h30, 4h de route pour nous, donc ça se fait. On remercie Jean-Charles de nous avoir hébergés. On a fait quelques erreurs de débutants dans l'organisation, mais on a appris. Si vous avez l'occasion d'aller à PEL, c'est vraiment un chouette moment pour croiser du monde. Ouais, merci à l'organisation et aux bénévoles. Merci beaucoup aux bénévoles, à l'organisation, et peut-être qu'on se verra l'année prochaine ou sur d'autres festivals. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Boris et Mounir pour Rue du Jeu. Coffee.com/Rue du Jeu si vous voulez soutenir mon travail. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.